On va passer à un deuxième exposé par Madame Joëlle Ansel. Comme vous le savez, vous le connaissez bien, Madame Ansel enseigne la philosophie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Elle est membre fondateur du Centre laïque de Lévinas à Jérusalem, aussi bien que de la Société internationale de chercheurs Emmanuel Lévinas. Auteur de nombreux textes sur Lévinas, bien sûr. En plus de ça, elle a publié Le philosophe et kabbaliste 1991 et Moïse Haim Lutzat 2004. Et cette année, son livre Jankélévitch, une philosophie de charme, a été sorti. Le titre de son exposé est Être infidèle par fidélité, entre guillemets, l'unicité de moi chez Jankélévitch et Lévinas. Merci. Et, juste une petite précision, je n'enseigne plus à l'Université hébraïque de Jérusalem. Ah bon? Mais en fait, je travaille sur un projet de publication des œuvres de Lévinas en hébreu aux éditions Magnès, qui sont des éditions de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et donc, voilà, donc dans le cadre de ce projet, nous avons publié... Enfin, moi, je ne traduis pas, l'hébreu n'étant pas ma langue maternelle, mais je supervise, ce qui n'est pas évident aussi. Donc, nous avons déjà publié Totalité infinie, et maintenant, nous préparons la traduction hébraïque de Dieu qui vient à l'idée. Voilà. Et bon, c'est vraiment toujours un plaisir d'être là à Toulouse pour la 3e fois consécutive en ce qui me concerne, grâce à Flora qui est l'organisatrice du colloque. Moi, j'ai donné un petit coup de pouce. Parce que Flora est discrète, voilà, mais c'est elle qui a tout fait. Et puis c'est un plaisir de revoir d'une fois sur l'autre des visages connus, des visages amicaux, et de rencontrer aussi des personnes comme M. Goda, qui est traducteur de Lévinas en japonais, ou Madame Lissiani, qui a traduit Jankélévitch en italien, et Andrew Kelly, qui est traducteur de Jankélévitch en anglais. Alors vous voyez, ça montre la diffusion de nos auteurs. Enfin, Bergson, c'est pas la peine, évidemment, il a été traduit déjà depuis longtemps. Voilà. Donc j'espère que tout le monde m'entend simplement jusqu'au fond, parce que j'ai une voix qui ne porte pas beaucoup, mais je vais me forcer. Lévinas a rendu à Jankélévitch un vibrant hommage dans un texte paru juste après la mort de ce dernier. Il y exprime son admiration pour Jankélévitch en tant qu'auteur du Henri Bergson, que Lévinas considère comme l'un de ses plus beaux livres. Il loue Jankélévitch pour avoir dégagé la signification éthique de la durée, ce qu'il comprend ainsi. Alors c'est dans cet article apparu d'abord dans l'Information juive, mais il a été repris dans Hors Sujet, donc un recueil d'écrits de Lévinas. Alors voilà ce que dit Lévinas. La durée ne prendrait-elle pas la figure d'une inquiétude pour l'autre, d'une dépense sans calcul, d'une générosité, d'une bonté, d'un amour, de l'obligation envers autrui, générosité sans récompense, amour sans souci de réciprocité, devoir accompli sans le salaire de la bonne conscience du devoir accompli, sans même la bonne conscience d'être la mauvaise conscience du devoir non accompli. Jankélévitch. Tous les devoirs m'incombent à moi, tous les droits d'abord dus aux autres, désintéressement, bien sûr, en trois parties, désintéressement, de la durée, et résumé, si possible, de l'éthique de Jankélévitch. Alors bien sûr, vous avez sans doute entendu le son lévinassien de ses propos sur Jankélévitch, et on ne saurait reprocher à Lévinas tout de même d'avoir résumé l'éthique de Jankélévitch en termes lévinassiens. Et pour moi, le fait qu'il parle de l'éthique de Jankélévitch et pas de la morale de Jankélévitch me paraît significatif. Jankélévitch a involontairement, bien sûr, favorisé une telle lecture en déclarant, dès le traité des vertus et jusqu'au paradoxe de la morale, son dernier ouvrage, que tout le monde a des droits sauf moi. On trouve également dans ses écrits un thème qui ressemble beaucoup à la responsabilité chez Lévinas, l'idéal cher au père de l'Église, à Raymond Lull et à Fénelon, du pur amour,
complètement désintéressé, sans souci de réciprocité, par lequel l'amant se voue entièrement et sans réserve à l'aimer. Certaines des formules que l'on trouve sous la plume de Jankélévitch pourraient être attribuées à Lévinas, et l'inverse est également vrai. Et tous deux ont été les artisans d'un renouveau de la morale ou de l'éthique à l'heure de gloire de l'ontologisme, du structuralisme, de l'hégélianisme, du marxisme, etc., tous les ismes. Mais ce qui est permis à Lévinas ne l'est pas forcément à tout le monde. Et sans ignorer pour autant leur proximité, il me semble qu'il faut résister, autant qu'on peut, à la tentation de forcer les rapprochements entre la morale de Jankélévitch et l'éthique de Lévinas. Et c'est ce que je vais essayer de faire en traitant de leur approche respective de l'unicité du moi. Je ne vous promets pas d'échapper totalement à une lecture lévinassienne de Jankélévitch. Je vais m'y efforcer et je vais essayer de témoigner à Lévinas cette véritable fidélité qui consiste pour Jankélévitch à être infidèle par fidélité. Jankélévitch dit la véritable fidélité par rapport à un philosophe, par rapport à un musicien, consiste à être infidèle par fidélité. C'est-à-dire à être un peu jankélévitchienne pour mieux être lévinassienne, au risque de succomber au charme de Jankélévitch. Il est grand. Le thème de l'élection, qui apparaît d'abord dans les essais de Lévinas sur le judaïsme, fait son entrée dans son œuvre philosophique à la fin de Totalité infinie. Dans la section intitulée « Au-delà du visage », Lévinas évoque les thèmes qui seront au centre d'Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, et notamment le thème de l'élection. Il annonce ainsi la radicalisation qui s'opère au sein de sa pensée éthique, donc en fait qui commence déjà à la fin de Totalité infinie, qui se poursuit dans les articles qui sont publiés entre Totalité infinie et Autrement qu'être. Et dans Autrement qu'être, la responsabilité infinie envers autrui et la structure même de la subjectivité. L'autre n'est plus en face de moi, mais en moi. L'apparition de la notion d'élection s'inscrit dans la démarche de Lévinas, une démarche qui consiste à penser, dit-il, l'individuation absolue du moi, à partir de la responsabilité pour autrui. D'abord saisi dans Totalité infinie comme athéisme, comme la situation première où le moi est séparé de la totalité, la séparation par excellence étant solitude et jouissance, dit Lévinas, l'unicité prend dans Autrement qu'être un sens résolument éthique, le moi unique absolument, unique non pas à l'intérieur d'un genre, mais hors de tout genre, est un moi élu, l'élection n'étant pas pour le sujet un privilège, mais un surcroît d'obligation. L'unicité du moi tient plus particulièrement au caractère incessible de la responsabilité, au fait, dit Lévinas, que je peux me substituer à tous, mais nul ne peut se substituer à moi. La charge écrasante que représente ma responsabilité, incessible, fait de moi un être irremplaçable. L'élection pour servir autrui est, dit Lévinas, une suprême dignité de l'unique. Et ces thèmes clés d'Autrement qu'être sont bien présentés dans les pages finales de Totalité infinie. Enfin, je vous avoue que j'aime pas du tout l'idée qu'on puisse séparer les deux œuvres et surtout si on fait une séparation radicale en disant que la pensée de Lévinas finalement est exprimée dans Autrement qu'être. Et voilà un passage donc de Totalité infinie. Proférer-je, affirmer la singularité irréductible où se poursuit l'apologie, signifie procéder une place privilégiée à l'égard des responsabilités pour lesquelles personne ne peut me remplacer et dont personne ne peut me délier. Ne pas pouvoir se dérober, voilà le moi. L'élection du moi est, dit Lévinas, son ipséité même. Vous voyez un petit terme de Jankélévitch, cher à Jankélévitch, sur lequel bien sûr je vais revenir. Elle se révèle dans un même souffle comme privilège et subordination. Donc être moi, être unique, tient cette responsabilité infinie qui exclusivement m'incombe. Le moi est otage, responsable de la responsabilité d'autrui, de fautes qu'il n'a pas commises, et sans prêcher pour autant, Lévinas ne prêche jamais, le sacrifice ou le suicide, il exalte le mourir pour l'autre. Certains passages d'Autrement qu'être ont laissé croire, mais à tort, que son éthique prône l'anéantissement du moi. Alors par exemple, à la page 180 d'Autrement qu'être, dénucléation du noyau substantiel du moi qui se forme dans le même, fission du noyau mystérieux de l'intériorité du sujet, par cette assignation à répondre, par cette assignation qui ne laisse aucun lieu de refuge, aucune chance à la dérobade, et ainsi, malgré le moi, ou plus exactement malgré moi,
tout le contraire du non-sens, altération sans aliénation ou élection. Être dénucléé, c'est, dit Lévinas, se vider de son être, ne plus avoir de quant à soi, ou ne plus avoir aucune possibilité de repli sur soi, sur son intériorité. Mais cette dénucléation, d'ailleurs il le dit lui-même, n'abolit pas la subjectivité, elle ne l'aliène pas, mais la fonde. L'élection consiste donc dans ce que Jankélévitch aurait considéré comme un paradoxe, la responsabilité infinie par laquelle le sujet est dénucléé de son essence, il est aussi sujétion à autrui, et garante de son élévation, de sa dignité d'être élu et absolument unique. Lévinas fait souvent référence à Jankélévitch lorsqu'il use du terme ipséité, qui désigne, dit-il, le soi-même dans sa singularité, en deçà de la distinction du particulier de l'universel. Et ici, il faut prêter attention au petit mot en deçà, qui, à mes yeux, est un terme clé du lexique lévinassien. La singularité est bien en deçà de la fameuse distinction entre particulier et universel, et pas au-delà. Bon, elle est au-delà dans un certain sens pour Lévinas, mais en tout cas pas au-delà, au sens où la singularité supposerait un dépassement dialectique des contradictions, de la contradiction entre particulier et universel. Au contraire, elle est antérieure aux scissions que notre esprit opère de manière abstraite, en instaurant des couples d'opposés. L'en-deçà signifie que la singularité ou l'unicité absolue n'est pas seulement première, mais anarchique ou préoriginelle. Et qu'en est-il de Jankélévitch et de sa conception de l'unicité? Pour répondre à cette question, le mieux est de s'appuyer sur le paradoxe de la morale, ce livre ultime où il reprend les idées qu'il n'a cessé de défendre depuis son article de 1939 intitulé « De l'ipséité ». On y retrouve ce principe dans lequel Lévinas s'est reconnu « Tout le monde a des droits sauf moi ». Le moi de l'expression « sauf moi » n'est pas abstrait. Il ne s'agit ni du jeu universel, ni du concept grammatical de la première personne. C'est moi, être absolument unique et singulier, ou comme le dit Jankélévitch, dans des termes qui rappellent ceux de Franz Rosenzweig, enfin il se pourrait que tout cela remonte à Kierkegaard, c'est moi en chair et en os, moi purement et simplement, moi sans article, moi qui dis je, ici même et en cet instant. L'unicité absolue du moi tient donc dans une exception, ce qu'indique le mot « sauf », qui s'opère entièrement à son détriment et prend la forme d'un traumatisme et d'une humiliation. Voici ce qu'en dit Jankélévitch. « Tout le monde a des droits sauf moi ». Ici, la préposition « sauf », creusant un vide à la place du donc, le donc du « tout le monde a des droits, donc moi aussi », survient avec la brutalité d'une cassure injurieuse et scandaleuse. Et le pire est, ajoute-t-il, que je professe de mon plein gré l'offensante exception, l'inavouable numerus clausus, qui m'exclut à jamais de toute revendication. À l'inverse de la responsabilité qui, pour Lévinas, m'incombe sans que je l'ai choisie, l'offensante exception a été délibérément voulue par moi, visée par un acte d'intentionnalité. Je ne gagne d'ailleurs pas grand-chose à l'avoir voulu, puisqu'elle fait de moi, dit Jankélévitch, un déshérité et un paria. Jankélévitch décrit l'offensante exception du moi comme une énucléation, terme très proche de celui de dénucléation dont Lévinas use après totalité et infini. Et dans Bergson et le judaïsme, c'est un texte magnifique de 1959 qui a paru donc à la fin de l'édition du Bergson. Et c'est un texte vraiment qui éclaire aussi bien d'ailleurs le rapport que Jankélévitch entretient avec sa propre judéité. Jankélévitch comprend ainsi le commandement biblique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le moi aime son frère, comme si lui, l'amant, n'existait pas. Le moi devient son autre en personne. L'ego est donc en quelque sorte énucléé de son égoïté, sorti totalement de ses gonds, extroversé en son ami, le moi n'a plus de soi. Dans les pages qu'il consacre à la vertu d'humilité, Jankélévitch amplifie encore cette idée d'énucléation. L'humilité auquel le moi est conduit par l'idéal du pur amour lui prescrit de se vider de son égoïté substantielle au point qu'il devienne une espèce de néant sous le regard de l'autre. Elle est oubli de soi, de sorte que l'ipséité est en quête de son ipsé et ne le trouve plus. Il n'y a plus d'ipséité. En s'inspirant de Fénelon, Jankélévitch décrit une situation où l'ipséité se trouve non seulement expropriée de ses propriétés, mais énucléée de son noyau ontique.
Et cet effacement de soi, est-il besoin de le préciser, n'est pas un vulgaire masochisme, mais la condition d'une véritable relation avec autrui. Comme le dit Jankélévitch, si l'ego tend vers zéro, c'est pour se rendre parfaitement réceptif à une personne concrète, à cet autre par excellence qu'est le toi. En assimilant l'amour à une extroversion, à une sorte de transsubstantation par laquelle le moi devient son autre, Jankélévitch expose autant que Lévinas, peut-être plus encore, à l'objection suivant laquelle la morale, en l'occurrence l'amour, conduit à l'anéantissement du moi. Pourtant, là aussi, il n'en est rien. L'énucléation n'anéantit pas le moi lui-même, elle ne concerne que son égoïté, le noyau ontique, qui est en lui ce noyau dur qui, comme chez Lévinas, tient dans la tendance du moi à persévérer dans son être comme s'il était seul au monde. On nous dira, bon, on peut le dire, hein, que reste-t-il du moi lorsqu'il s'est vidé de sa substance? Que reste-t-il donc d'un moi sans ego, sans un conatus essendi, même minimal? À cet égard, Jankélévitch donne une réponse similaire à celle de Lévinas. La situation traumatisante et humiliante à laquelle me voue mon exception m'assure une unicité qui, comme c'est le cas pour l'élection, tient au fait que nul ne peut me remplacer pour l'action morale. Comme l'écrit Jankélévitch, l'intention, la responsabilité, la décision morale du sacrifice sont des initiatives essentiellement solitaires que personne ne peut prendre à ma place et dont personne ne peut me dispenser. Chacun doit ici œuvrer et peiner pour son propre compte, sans s'en remettre aux voisins. Cette unicité du moi qui tient à son caractère irremplaçable est la condition même de l'action morale. Et c'est ce que déclare Jankélévitch avec son humour inimitable. Dans les travaux de terrassement, peu importe de savoir qui a fait, pourvu que la chose soit faite. En morale, au contraire, peu importe que la chose soit faite, si ce n'est pas moi qui l'ai faite, si je n'ai pas souffert pour elle, si je n'y suis pour rien. Ma participation est la seule chose importante. De manière paradoxale et très jankélévitchienne, mon humiliation ou mon abaissement, l'offensante exception du sauf-moi, est en même temps mon élévation au-dessus de ma condition d'être biologique et psychosomatique, uniquement soucieux de sa préservation. Elle me fait même accéder à la dignité d'être moral, unique et irremplaçable. Et de nouveau, on trouve une idée semblable dans les textes où Lévinas clarifie le sens de la notion chrétienne de kénose pour, dit-il, la spiritualité juive à laquelle l'idée d'incarnation est étrangère. Et toujours la proximité sans compromis avec le christianisme. Suivant un thème déjà présent dans la Bible, la kénose est l'idée éminemment paradoxale de la conjonction en Dieu, de la descente et de l'élévation, d'une majesté et d'une hauteur, d'une transcendance qui consiste dans l'humilité et la proximité de Dieu à l'égard de la misère humaine. La conjonction de la grandeur et de l'abaissement est aussi l'apanage de Moïse, qui, comme le dit le verset, est le plus humble des hommes. Allons plus loin qu'Abraham, qui a déclaré n'être que cendre et poussière, ce qui est presque rien, mais déjà quelque chose. Moïse et Aaron, son frère, demandent « Que sommes-nous » L'humilité est donc bien cette dénucléation du moi qui consiste, comme le dit Lévinas à la suite de Rabbi Chaim de Volodjine, dans le fait que le moi réduit à néant ses forces et ses pouvoirs et dépose sa souveraineté. Alors jusqu'ici, il semble régner entre Jankélévitch et Lévinas ce que Lévinas lui-même a décrit comme une harmonie préétablie. Qu'ils parlent d'élection ou d'exception, ils conçoivent également le moi comme unique, singulier et irremplaçable. Cette unicité a pour tous deux un fondement ou une justification morale. Elle s'affirme au moment même où le moi est dépouillé de tous ses droits et n'a plus envers l'autre que des droits, que des devoirs, lapsus révélateur, et en premier lieu l'obligation de défendre les droits de l'homme qui sont faits les droits de l'autre homme. On trouve les mêmes formules chez Lévinas et Jankélévitch. Mais vous imaginez bien que nous n'allons pas en rester là. La pensée éthique de Lévinas prend à partir d'autrement qu'être la forme d'une hyperbole qui tend de manière asymptotique vers l'infini. L'hyperbole n'est pas étrangère à Jankélévitch, qui prise tant, comme d'ailleurs Lévinas, ce qu'il appelle la démonique hyperbole du bien au-delà de l'être. Tout en visant le métempirique et le tout autre, sa pensée garde ses attaches avec l'empirie ou l'ici-bas. Le bien n'est ni une idée, ni un idéal, il est ce qu'il faut faire ici et maintenant, et sans délai. Et là se manifeste le primat métaphysique du faire sur l'être chez Jankélévitch,
le bien est bienfaisance, il n'existe pas avant l'acte qui le fait être. Le souci de l'ici-bas et du lieu où vivent les hommes est partagé par Lévinas, qui condamne l'utopie d'une amitié purement spirituelle avec autrui. Ça, c'est dans son débat avec Martin Buber, qui n'a pas tellement apprécié les jugements de Lévinas. La responsabilité infinie se déformalise dans des gestes concrets, dans l'humanisme matérialiste, ne jamais venir vers autrui les mains vides, le nourrir, le vêtir, l'abriter, lui ouvrir nos porte-monnaies, et encore plus difficile, la porte de nos maisons bourgeoises, même si, comme le remarque malicieusement Lévinas, les clochards salissent les tapis. Mais alors que Lévinas, en phénoménologue soucieux de la question du sens, décrit la structure d'emblée éthique de la subjectivité, Jankélévitch est un moraliste au sens noble du mot. Tout en visant l'au-delà de l'être, sa métaphysique a une orientation nettement anthropologique, et ce n'est pas pour rien que les derniers chapitres de sa philosophie première s'intitulent « L'homme ». Sa morale reste proche de la réalité empirique dans ses demi-teintes et ses ambiguïtés. Le paradoxe plutôt que l'hyperbole est l'expression qui convient à l'ici-bas, où règne le sporadisme des valeurs et des personnes, l'absolu plural, et où évolue l'homme, être amphibie, à la fois ange et bête, retenu dans la zone mixte de l'existence. L'existence humaine est caractérisée par l'intermédiarité ou la mitoyenneté chère à Simmel, dont nous parlera Andrew Kelly. Cette situation à la fois mixte et mitoyenne, cet émiettement des valeurs est à l'origine des paradoxes et des oscillations de la pensée, déchirés entre deux extrêmes également vrais, mais inconciliables, et renvoyés indéfiniment de l'un à l'autre. Et c'est vrai que ce mouvement de pensée, on parle de Jean Valls, ça rappelle beaucoup aussi ce que Jean Valls entend par dialectique, cette oscillation. À la différence entre l'hyperbole et le paradoxe, correspond une divergence dans la manière de penser l'unicité du moi. Lévinas met à l'écart le sens courant et lourdement connoté de la notion d'élection, noblesse, supériorité, privilège, pour lui en substituer un autre hyperbolique. Être élu pour servir autrui, ce qui n'est pas un asservissement, mais peut mener quand même jusqu'à mourir pour lui. Pour sa part, Jankélévitch, orfèvre du paradoxe, conserve à la notion d'exception toute son ambiguïté en tirant pleinement parti dans l'amphibologie des mots « je » ou « moi ». D'où ces paradoxes qui donnent le vertige. Alors, je crois qu'on s'est échangé des mails et on a été quelques-uns à avouer notre vertige. Donc des paradoxes qui donnent le vertige, mais qui ne sont jamais gratuits. Pour agir moralement, alors un de ces paradoxes, pour agir moralement, il faut vouer à l'autre au toit de la locution et non à autrui impersonnel et aux autres sans visage, un pur amour. Il faut être prêt à se sacrifier, à s'énucléer, à n'avoir que des droits tandis que l'autre a tous les... à n'avoir que des devoirs, décidément, alors que l'autre a tous les droits. Oui, hein, c'est une idée qui doit me déranger quelque part. Mais pour aimer l'autre et tout lui donner, ne faut-il pas que je m'aime un peu moi-même, dit Jankélévitch, que je garde quelque chose, que je ne me vide pas entièrement de mon égoïté substantielle. Et ceci, au risque de voir se reconstituer le noyau ontique du moi, son égoïsme foncier. En analysant la formule « tout le monde a des droits, donc moi aussi », Jankélévitch montre comment l'universalité des droits de l'homme en général confère à notre instinct de conservation et de persévération, dit-il, hein, pas forcément persévérance, dans l'être, une introuvable normativité, une légitimité qui est notre chance bienvenue. En lui donnant un caractère juridique, cette loi universelle transforme la prétention arbitraire, effet de l'égoïsme et de la voracité, en une revendication tout à fait légitime de mon droit propre. Dès lors, le sauf-moi qui fait de moi un être absolument unique en m'exceptant d'une loi qui s'applique à tous les hommes est un véritable non-sens. Comme le note Jankélévitch, une seule exception à ce privilège, tout le monde a des droits, une seule exception à mes dépens, démentirait d'un seul coup la loi générale. Donc la pensée paradoxale de Jankélévitch saisit dans un même mouvement le point de vue égoïste du conatus essendi déguisé en argument juridique, le donc-moi, et le point de vue moral du sauf-moi. Bien qu'on sente où va sa préférence, sa pensée oscille entre ces deux extrêmes, sauf quand il s'agit d'agir et de trancher, dit-il, trancher le nœud gordien, en prenant une décision qui nous engage avec l'âme tout entière. La pensée hyperbolique de Lévinas met quant à elle
l'emphase sur le point de vue éthique et donne un sens radical à l'élection que me confère ma responsabilité pour autrui. Et c'est l'un des sens du fameux adage de Dostoïevski, que Lévinas aimait tant citer, suivant lequel je suis unique dans la mesure où j'ai toujours une responsabilité de plus que les autres. Alors on a déjà vu un certain nombre de choses, mais comme le dit Maïmonide dans le Guide des égarés, il faut procéder en allant plus profond que ceux qui précèdent. Il existe en effet entre nos deux penseurs une distance significative, celle qui sépare une morale de l'ipséité d'une éthique de l'altérité. Selon l'éthique de Lévinas, l'altérité est première. Pour sa part, la morale de Jankélévitch ne nie nullement, on l'a vu, le primat de l'autre personne et de ses droits, donc celui du tu ou du toi également cher à Martin Buber et à Gabriel Marcel, plutôt que celui, le primat des autres, c'est-à-dire autrui au sens des autres anonymes et sans visage. Lévinas d'ailleurs ne critique pas, Jankélévitch ne critique pas tant Lévinas d'ailleurs, pas du tout même, il critique surtout l'altruisme. Mais en dépit de la valeur que Jankélévitch assigne à autrui, l'ipséité et non l'altérité est le thème central de sa philosophie. Et l'ipséité est l'unicité absolue non seulement de la personne, mais de la première personne entendue comme je, unique et singulier. L'expérience privilégiée dans laquelle se révèle l'unicité du jeu ou du moi varie selon que l'on se place dans l'optique de la métaphysique de Jankélévitch ou de sa morale. En morale, on l'a vu, l'unicité du moi tient au fait que nul ne peut le remplacer et remplir à sa place ses devoirs envers autrui. En métaphysique, en revanche, cette unicité ne tient pas à la relation avec autrui. Elle s'affirme dans le rapport que l'individu entretient avec lui-même et avec sa propre mort. Mon unicité absolue se révèle à moi le jour où je prends conscience tout à coup et d'un seul coup de mon inéluctable mortalité, en trouvant un fil d'argent, un matin en me faisant la barre, dit Jankélévitch, moi j'irai en me brossant les cheveux, quelques-uns. Ici intervient une distinction subtile entre savoir et réaliser. Je sais que tout homme doit mourir un jour, mais voici que je réalise soudain que la mort me concerne moi personnellement et en première personne. Jusqu'ici anonyme, la mort de X ou Y, de Tartampion, de monsieur Untel ou de monsieur n'importe qui, ça c'est Jankélévitch bien sûr, la mort est désormais ma mort propre. Dans son traité sur la mort, Jankélévitch met en lumière l'existence d'une différence vraiment métaphysique entre on meurt et je meurs, entre la mort indifférente du Caius ou du Socrate des manuels de logique et celle tragique et scandaleuse de moi, Ivan Illich, moi, Vania, être tout à fait à part, être sans pareil, du moi en chair et en os. La mort qui occupe une place à part parmi les choses premières dont traite la métaphysique, la mort qui n'est pas ineffable mais indicible, qui n'est pas de l'ordre du presque rien mais du rien, et donc l'expérience, si on peut dire, enfin en tout cas la mortalité, sinon la mort, dans laquelle je découvre mon ipséité, mon absolue unicité et mon caractère irremplaçable. C'est ce que signifie Jankélévitch en montrant les limites du sacrifice, qui représente pourtant du point de vue de sa morale la cime du pur amour, et même, dit-il, la sainteté. Alors je le cite, « On meurt seul, disait Pascal. Ici, pas de suppléant. On peut se sacrifier à moi dans telles circonstances déterminées, comme il arrivait jadis pour le service militaire, mais on ne peut me dispenser de mourir en général. C'est là une chose que chacun doit faire pour soi et quant à soi. » La mort propre n'est pas, comme chez Heidegger, la fin ou la finalité de l'existence humaine, la possibilité la plus propre du Dasein, mais une tragédie, même si elle m'individualise, mais une tragédie, une catastrophe, puisqu'elle entraîne la disparition totale et définitive d'un être qui n'aura pas son pareil dans toute l'éternité. Triste privilège, dira-t-on, que de prendre conscience de mon unicité, en réalisant que je suis concerné en propre par la mort, qui entraîne justement l'anéantissement de mon ipséité. Quel paradoxe! Et en dépit de ces exigences hyperboliques, Lévinas n'est-il pas plus rassurant, en un sens, lorsqu'il conçoit la mort avant tout comme mourir pour l'autre et non pas pour soi, quand il soutient contre Heidegger que la mort n'abolit pas la relation avec autrui. Comme le dit le verset biblique qu'il cite d'entre nous, « Saül et Jonathan, chéris et aimables durant leur vie, n'ont pas été séparés par la mort. » Mais la mort propre a aussi, si j'ose dire, ses avantages. Elle confère un privilège insigne à la première personne, au jeu,
qui devient le point de référence par rapport auquel toutes les autres personnes sont évaluées. Cela est particulièrement sensible dans les propos que Jankélévitch consacre à la mort en deuxième personne, cas intermédiaire, dit-il, qui se situe entre l'anonymat de la troisième personne et la subjectivité tragique de la première, entre la mort d'autrui, qui est lointaine et indifférente, et la mort propre qui est à même notre être. À la différence de Lévinas qui dote autrui d'une absolue altérité, le toi et l'autre immédiatement autre, le prochain au sens du propre, de l'être aimé. Alors, Jankélévitch reconnaît aussi, bien sûr, que le prochain, le proche est aussi autre. Mais cette altérité est, pour ainsi dire, infinitésimale. Ce qui importe à Jankélévitch dans la mort en deuxième personne n'est pas l'altérité du proche, mais le fait qu'il m'est semblable, qu'il est presque comme moi. Ainsi, la mort d'un être cher est presque comme la nôtre, et presque aussi déchirante que la nôtre. Cette mort si cruelle est évaluée par rapport aux conséquences qu'elle a pour moi, la première personne. Le tragique que revêt la mort du proche tient au fait qu'elle me rend désormais la mort immédiate, qu'elle me confronte dans la solitude avec la perspective de ma propre nihilisation. Et c'est vrai que Jankélévitch parle en des termes qui ne sont pas du tout cyniques, hein, mais tellement réalistes qu'ils donnent un frisson dans le dos, de la mort, par exemple, du père et de la mère qui suppriment le dernier rempart, le dernier glacis qui nous sépare de notre propre mort. Une autre divergence sépare Jankélévitch de Lévinas qui pense l'unicité absolue du moi à partir de la responsabilité infinie envers autrui. Dans la métaphysique de Jankélévitch, l'unicité de l'ipséité est de l'ordre du fait ou de la quodité, de l'effectivité suivant le terme cher à Lucien Gerfagno. Elle est pensée en regard de l'irréversibilité du temps et de la destinalité propre à notre condition d'être foncièrement temporel, de temps à deux pattes. Les deux termes par lesquels Jankélévitch exprime l'unicité absolue du moi, semelle factif et prime ultime, tiennent leur sens du fait que le temps est irréversible, de sorte que chaque instant est absolument unique. L'ipséité est semelle factive. Elle ne se produit qu'une fois. Comme Jankélévitch le notait dès 1939 dans De l'ipséité, elle est un apax, ce dont il n'y a dans l'histoire du monde et par définition qu'un seul exemplaire. Le temps étant irréversible, l'ipséité est prime ultime, la première fois étant aussi la dernière fois, d'où l'unicité absolue de l'instant de la mort, de l'ipséité, mais aussi de sa création. Il n'y a pas que la mort chez Jankélévitch, il y a aussi la création. Hein. Ça aussi, c'est très intéressant. Philosophie première commence par la mort, en quelque sorte, et se termine par la création. Le privilège métaphysique de l'ipséité de sa mort propre offre un net contraste, non seulement avec l'éthique de Lévinas, mais aussi avec la morale de Jankélévitch lui-même, et avec l'idéal du pur amour qui me voue entièrement à autrui. Même pour un orfèvre du paradoxe, soutenir ensemble deux vérités apparemment si contradictoires paraît tout à fait acrobatique. C'est un terme qu'emploie Jean Val dans son compte-rendu extraordinaire de philosophie première de Jankélévitch. Je crois qu'il parle d'acrobatie et de feu d'artifice aussi d'ailleurs. Mais croire que Jankélévitch a ignoré cette difficulté serait le sous-estimer. Il avait une conscience aiguë des dérives qui menacent le moi dès le moment où il détient un privilège. Il a formulé lui-même l'objection que soulève la valeur insigne conférée à la mort en première personne, à la disparition de mon ipséité. Et voici ce qu'il dit. « Je ne suis pas, moi qui parle, un mortel comme tous les mortels, ni une créature entre les créatures, ni un quelconque Caius, mais une personne inexplicablement privilégiée. Ce privilège n'est-il pas, comme tous les privilèges, injuste et passionnel ? Cette objection concerne bien la métaphysique ou l'ordre métempirique en garde duquel ma mort est une tragédie absolue. L'exaltation de la mort propre peut mener le moi à l'égoïsme et à la philosophie. Inversement, sa méconnaissance risque de banaliser la mort en réduisant la nihilisation de l'ipséité à la dimension d'un fait divers. Nous mourrons, mais la séance continue. C'est ce que Jankélévitch reproche à toute une lignée de philosophes qui, des stoïciens et des épicuriens à Spinoza et Lombrunschwig, ont remis à leur vraie place, à leur insignifiante place, les événements de la vie personnelle et en premier lieu la mort propre. En préparant mon exposé, je suis tombée sur une anecdote qui ne manque pas de sel. À Lombrunschwig, qui disait que le problème de sa mort ne le préoccupait pas du tout, Gabriel Marcel rétorquait « Et le problème de la mort de Madame Brunswick ?»
Je trouve ça très gentil, mais bon. Mais je préfère la version donnée par Lévinas dans Difficile Liberté. Alors Brunswick, toujours avec cet air de ne pas avoir l'air, je pense que la mort de Léon Brunswick préoccupe moins Léon Brunswick que la mort de Gabriel Marcel ne préoccupe Gabriel Marcel. La banalisation rationaliste et scientifique de la mort propre a l'avantage de prévenir les outrances auxquelles peut conduire l'injuste privilège conféré au moi. Mais elle a aussi l'inconvénient d'occulter son unicité en dépouillant la mort propre de tout ce qui fait d'elle un événement inimitable, unique en son genre et à nul autre pareil, un drame qui bouleverse le monde. En outre, l'approche rationnelle et scientifique n'est pas la seule manière de mettre en question le privilège injustifié du moi. La morale de Jankélévitch est elle-même une protestation contre les excès auxquels peut conduire ce privilège. Évoquons à cet égard un fait significatif. Par contraste avec le primat métaphysique de la première personne, un renversement se produit dès qu'on pénètre dans le domaine de la morale. C'est ce qui ressort de la table des matières du traité des vertus ou du paradoxe de la morale. La première personne passe dernière, la seconde devient première. Je suis le défenseur de tes droits, je ne suis pas le gendarme de tes devoirs. Plus qu'une simple inversion des rôles, il s'agit d'une véritable conversion dont dépend pour Jankélévitch l'avènement d'une vie morale. Par ce mouvement qui doit s'accomplir toujours avec l'âme tout entière, la deuxième personne, celle du partenaire, le toi, devient pneumatiquement la première, la toute première pour moi, me déloge de mon égoïté et prend ma place, tout en restant numériquement une autre personne. Elle sera, par l'intérêt passionné que je prends à son existence et à son bonheur, ma nouvelle première personne. Le souci que j'ai de mon être propre, de mon bien-être ou de ma mort propre, viendront désormais en tout premier lieu après la tendre sollicitude que notre prochain nous inspire. Cette conversion, ce décentrement du moi, montre que Lévinas et Jankélévitch s'accordent sur le fond. La morale ou l'éthique précède et conteste l'ontologie ou la naturalité, le plan où se manifeste le privilège ou la priorité du moi. Soucieux de sa seule persévérance dans l'être et de sa propre mort, comme la défense de la subjectivité que Lévinas s'est assignée dans Totalité et Infini, la défense de l'ipséité à laquelle Jankélévitch est voué n'est pas la protestation d'un moi égoïste, mais la conscience des obligations infinies que la morale ou l'éthique m'assigne envers autrui. Je vous remercie. Merci, Madame Joëlle Ancel. Bon, on va passer à une discussion. Bon, si vous avez des questions. Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. C'est à partir de cette phrase qu'il a commencé des études sur son père, sur la mort. Oui, oui. Il a eu envie d'écrire avant ma mort de ça. Oui, oui. Il disait que je vais mourir avec ma mort, je ne le crois pas. Oui. Vous avez pensé à la mort? Alors, je ne prends pas Stéphane la parole. J'espère que je ne vais pas être trop décalé. J'espère que ça ne va pas être trop déplacé. J'ai entendu une musique bouddhiste derrière, mais exactement l'opposé. C'est-à-dire que à chaque fois que vous parliez de moi, d'unicité, d'ixité, et puis on essaie d'aller à contre-courant, oui, mais face à cela, j'essaie de me dénucléer, de m'énucléer. Vous avez parlé de temps foncièrement temporel, de temps, d'être foncièrement temporel, de temps irréversible. J'entends une autre tradition, la tradition bouddhiste, qui ne va pas avoir cette tension permanente entre le moi et le moment, puisque c'est une autre façon de voir. Il n'y a pas de moi. C'est fini, on n'a pas passé son temps à disséquer de cette tension. Il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que les traditions s'écoutent et arrivent à s'écouter, à entendre ce que l'autre dit. Alors je ne peux vraiment pas m'exprimer sur le bouddhisme que j'ignore, et je suppose qu'il y a des personnes... Il y a des juifs bouddhistes. Ah, c'est possible. Peut-être. Vous savez, le bouddhisme, il n'y a pas un dieu au sens où nous l'entendons dans notre monde. Il y a un moment où je m'en sors en permanence, mais si le bouddhisme, c'est beaucoup plus facile pour
douloureux, puisque Je sais pas de si l'ordre relatif, de l'illusion, et le temps coule. Voilà. Franchement, je ne sais pas si c'est plus facile. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si c'est plus facile. Je pense que c'est déjà assez difficile d'essayer de renoncer enfin pas de renoncer d'ailleurs, hein, mais d'opérer cette fission du noyau dur qui est en nous, de ce noyau d'égoïsme, de ce noyau, alors je ne sais pas s'il faut dire philotie ou philosie, je me suis interrogée. Voilà, mais on dit acrobatie. On peut te dire que lui disait philotie. Voilà, alors c'est très bien. Donc, oui, parce qu'on dit acrobatie, alors j'ai eu une hésitation, mais je pense que c'est déjà assez dur, surtout pour un moi occidental. Hein, sans doute en Extrême-Orient, les choses sont totalement différentes. Hein, voilà, mais je pense que c'est déjà assez difficile. Et ce que nous demande, en fait, bon, il y a Lévinas, Jean Kelevitch. Bon, Jean Kelevitch s'inspire fait référence à Fénelon. C'est vrai que Lévinas fait référence à Rabbi Chaim de Volodjine, donc un grand maître juif lituanien du XIXe siècle, du XIXe siècle, pardon. Donc là c'est intéressant, ces traditions se rencontrent, mais pas jusqu'à jusqu'à dire il n'y a pas de moi. Là je crois que ça renvoie à une conception, à des conceptions, à des univers totalement différents. Hein, voilà, c'est un peu difficile pour moi de répondre sur quelque chose que j'ignore, que j'ai pas pratiqué. Je suis pas juif bouddhiste. C'est pas le Dieu, non, c'est pas le Est-ce qu'il y a de la philosophie aussi au Japon? Ou est-ce qu'au Japon tout le monde est là c'est trop difficile oui. d'aborder ce... Oui, c'est un monde en soi, quoi. Vraiment. Mais si vous voulez, je serais très on va organiser un autre colloque. Bon, d'autres questions hein? On a encore... oui. Il y a quelque chose, je ne suis pas très savante dans la lecture, en particulier d'Ankelevitch, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellée quand vous avez parlé de « je ne suis pas le gendarme de ton devoir ». De tes devoirs. Alors là, je me pose la question, et je ne sais pas comment il y répond, et s'il y répond, la question du tiers. Parce qu'il n'y a pas seulement toi en face de moi, il y a toi. Oui, c'est alors si je ne suis pas le gendarme, est-ce que je ne me défausse pas? Oui, ça c'est très intéressant, mais je pense qu'on va parler de l'éthique du commun. D'accord. J'ai l'impression que, parce que j'avais déjà des scrupules de parler de la formule « tout le monde a des droits sauf moi », parce que j'ai vu qu'on allait en parler. C'est quelque chose qui est intéressant. Dans quelle mesure, c'est vrai, cette notion de tiers, bon, il y a quand même Lévinas, il y a quand même chez Lévinas un statut de la politique, et chez Jean Kelevitch, je ne sais pas si on peut appeler ça de la politique, mais là c'est un sujet, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas encore vraiment creusé. La seule chose qui m'intéresse mais c'est un titre, on va pas vous demander maintenant à la conférencière de faire son exposé, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle parle d'une éthique du commun. Alors que c'est vrai, moi je parle pour Jean Kelevitch d'une morale parce que je pense que la morale tourne autour de l'ipséité et de l'unicité de la personne, même si nous sommes, Jean Kelevitch parlerait aussi certainement d'une communauté, d'une société d'ipséité, mais toujours en pensant à l'unicité de la personne, c'est son point de départ. Alors là je ne veux pas m'avancer. Hein, je pense que ce sera, très franchement, c'est pas pour... voilà, je pense que ce sera une question qui sera abordée. Et j'ai une autre question, quelque chose aussi qui m'a interrogée, c'est sur l'amour pur, comme étant totalement, dépourvu, ou alors j'ai mal compris, du plaisir qu'on peut avoir. Oui. De cet austère bonheur, si je me souviens bien d'une formulation, qu'on peut avoir, et comment on fait pour s'en empêcher. Quand on a fait ce qu'on doit. Alors il y a toujours quelque chose de rassurant, c'est que Jean Kelevitch, je pense un peu comme de Kant le dit du devoir, hein, est-ce que y a-t-il eu quelque chose comme un pur amour dans le monde, hein. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on doit chercher à atteindre, on doit viser. On doit viser le pur amour, il n'est pas du tout évident qu'on l'atteigne. Et alors c'est vrai que, enfin moi je ne suis pas une grande lectrice de Fénelon, grâce à Jean Kelevitch, oui, j'ai commencé quand même à combler cette lacune.
mais j'ai l'impression quand même que, par exemple, chez Fénelon, ça va beaucoup plus loin que chez Jankélévitch. D'ailleurs, quand Jankélévitch, ça va vraiment pratiquement jusqu'à un anéantissement du moi. J'ai l'impression, parce que quand Jankélévitch cite Fénelon, il le cite d'ailleurs, il le cite tel quel hein, et abondamment, mais bon, on sent chez Jankélévitch quand même une réserve, parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose, c'est pas un anéantissement. Mais voilà, bon, maintenant c'est vrai qu'il y a une austérité dans la pensée de Jankélévitch, hein, et d'ailleurs il a écrit sur l'austérité et la vie morale, hein, et c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, pour moi qui je suis pas, comme j'ai dit toujours, je ne suis pas spécialiste de Jankélévitch. Et je suis une lectrice. Pour écrire un livre sur Jankélévitch, il faut lire Jankélévitch et il faut le lire de très près. Et c'est vrai qu'il y a un bonheur de la lecture chez Jankélévitch, même quand il est austère. On a un bonheur il y a un bonheur de la lecture et je crois qu'il a ces deux choses. Mais cette austérité vient de son sentiment du sérieux après la guerre. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce sérieux. Hein, Gerfagnon le dit très bien d'ailleurs, Gerfagnon vraiment qui est un maître, enfin pour moi, et vraiment il dit il y a ce qu'il y a avant, il y a ce qu'il y a après, vous voyez, voilà, c'est ce contraste, mais avec un plaisir de lire, et on sent que Jankélévitch, on sent ce plaisir de jouer du piano, de parler d'écrire sur la musique, d'écrire sur la morale. Enfin, vraiment, on sent pas, c'est pas une austérité à la Kant tout de même. Mais je ne conteste pas l'austérité. C'est pas ça, c'est l'idée qu'il y a un plaisir. Il y a un plaisir personnel, enfin, je parle d'une expérience, pour le coup, à faire ce qu'on doit. Mais c'est pour ça que le bien apporte du plaisir à ce moi. Mais c'est pour ça que peut-être que nous n'atteindrons jamais le pur amour qui est totalement désintéressé. Hein, mais c'est quand même quelque chose, c'est pas simplement pour dire que la morale échoue, pas du tout, c'est un idéal qu'il faut viser, c'est même, on doit dire, là, quelque part, alors peut-être ce sont des termes lévinassiens, mais c'est la structure de notre être. Hein, c'est ce qui est à l'origine, sans cela, eh bien, nous n'aurions même pas l'idée de ce que peut être le bien, à mon avis. Hein, En fait, c'est le d'être dans l'innocence de Jankélévitch. Il va prendre conscience qu'on fait le bien. Ne pas avoir cette espèce de rétrovision de j'ai fait le bien m'a regardé en train de faire le bien. Alors le bien, il est déjà fichu, le bien ou la charité ou la bonté, vraiment, ou la justice. Non, il faut que le moment pur, c'est dans l'innocence totale où la conscience n'est pas en train d'être faire des calculs. Mais après coup, elle peut quand même. Ah, mais si on fait les comptes à la fin de l'année. Non, pas les comptes, c'est comme ça. Oui, il n'y a pas de. Après coup, on porte secours. Il n'y a pas de thésaurisation. Ça, c'est un acte positif, c'est pas un argument. D'accord. Oui, la morale, c'est quand il n'y a pas. Quand il n'y a pas cette conscience. Excusez-moi. Peut-être. Hein? Il y a d'autres personnes qui... Non? Mademoiselle. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Joël, tu as insisté beaucoup sur le statut métaphysique de l'ipséité chez Jankélévitch en le mettant en rapport avec l'anticipation de la mort personnelle. Est-ce qu'il y a aussi chez Jankélévitch d'autres présentations de l'ipséité en rapport avec la naissance plutôt? Et question corollaire, est-ce qu'il connaissait quelque chose du thème de la natalité chez Arendt? Alors la deuxième question, je pense que non. Enfin, je pense que ça, à mon avis, ça ne l'intéressait. C'est ce genre de choses qu'il n'aurait peut-être pas. Je ne sais pas si ça l'aurait intéressé, mais je ne veux pas m'avancer. Hein. Non, parce qu'en même temps, tu as rappelé ce que j'ai moi-même lu, que quand il présente la sémelfactivité de la personne humaine, il insiste symétriquement sur la naissance et sur la mort. Oui, tout à fait, oui. Et ça, c'est intéressant. C'est pas du tout. Enfin bon, dans mon livre, j'ai osé un bref rapprochement, enfin pas rapprochement, mais en tout cas, avec Heidegger sur cette question de la mort propre. Bon, Arendt a damé son pion à Heidegger en lui opposant la natalité. Hein, l'homme aussi, la personne humaine aussi, quelqu'un qui naît, pourquoi pas, pourquoi parler toujours de la mort? Et chez Jankélévitch, il y a la naissance tout à fait, hein, et surtout la création.
l'idée de création. Mais aussi l'idée de naissance, c'est fondamental, puisqu'il dit toujours que bon, notre vie, en fait, c'est l'intervalle. Il y a cette dialectique au sens de Jean Kelevitch, entre l'instant et l'intervalle, l'instant de la création, l'instant de la mort, et entre cela, d'un bref intervalle qui est notre vie. Donc c'est extrêmement important. Et puis aussi la création qui vraiment est un thème essentiel chez Jean Kelevitch, hein, puisque c'est par l'idée de création qu'il pense l'apparition de ce qui est absolument nouveau. Et il y a même quelque chose, enfin en tout cas en ce qui concerne, bon, dans mon livre j'ai consacré un chapitre à être juif parce que ça me semblait fondamental et c'est ce dont ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'il dit que le Bereshit, enfin le premier mot de la Bible, au commencement, hein, le récit de la Genèse, c'est une notion justement qu'a tout à fait ignoré la pensée grecque avec ses cosmogonies et cette idée de nouveauté. Et quand il est infidèle à personne dans la fidélité, hein, il dit aussi personne n'aurait jamais admis l'idée de création. Mais il y a quand même l'idée de création parce qu'il y a l'idée de nouveauté absolue. Et donc tout à fait, hein, c'est un thème très important, l'apparition de l'ipséité qui est un être dont il n'y a jamais eu un exemplaire semblable dans le passé, un passé immémorial, hein, tout à fait. La question du plaisir ou du bonheur dans le pur amour, hein, comme vous avez parlé tout à l'heure, ça c'est la question de Spinoza, selon lui. La bonheur, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu elle-même. Comment penser Spinoza? C'est une question redoutable, mais à cet égard, je crois qu'il existe une différence assez grande entre Levinas et Jankélévitch. Non? Pour Jean Kelevitch se sert quand même de Spinoza, ce qu'il dit. Il y a la laetitia, la joie en tant qu'émotion, et puis il y a la joie, la béatitude, la joie, quoi, la vraie. Oui. En ce qui concerne Spinoza, j'avoue que j'ai été un petit peu choqué par le fait que Lévinas le traitait de traître en tentant en quelque sorte de l'assassiner une deuxième fois, puisque quelqu'un, un fanatique, avait déjà essayé de l'assassiner. Et en ce qui concerne Hannah Arendt, Jean Kelevitch ne la cite pratiquement jamais, il est totalement en désaccord avec les thèses de la banalité du mal, et il ne partage pas non plus les thèses sur le totalitarisme, puisqu'il a des phrases comme le repentir des Allemands, c'est Stalingrad. Par conséquent, mettre sur le même plan les totalitarismes, notion d'ailleurs que les historiens n'utilisent pratiquement jamais, et par conséquent, il y a un désaccord pratiquement total, me semble-t-il, avec Hannah Arendt, mais pas avec Spinoza. Merci. D'autres questions? Bon, c'est l'heure. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on voudrait clore cette séance. Non? Question? Ah oui. Non, oui, juste, mais merci beaucoup. Oui, oui.